on est parti. Alors, aujourd'hui, on parle d'émotions, poison, élixir, tout ça. Donc, en général, sur les lives comme ça, le mardi, je parle un peu tout seul au début, je présente des idées, on va parler un peu plus philosophie, d'approche du travail personnel sur les émotions, etc. J'ai des poils de chien un peu partout, vous m'excuserez. Et puis si vous avez pendant le live des questions, des trucs, vous pouvez utiliser le chat. Et puis après, on aura une petite session questions-réponses. J'ai pris pas mal de notes. Je pense que j'aurai pas le temps d'aborder tout, parce que c'est un vaste sujet. Alors déjà pour le cadre, quand c'est des émotions liées à des traumas, qui posent des problèmes, des angoisses, des trucs comme ça, évidemment, je pense que c'est mieux de se faire accompagner, d'aller voir quelqu'un, psy, hypno, ce que vous voulez, qui vont vous aider avec des outils adaptés à travailler dessus. Là, moi, un peu comme d'habitude, je veux plus de parler d'émotions en général au sens d'évolution personnelle, de gestion au quotidien, dans la vie, pragmatique, mais qui est, encore une fois, hein, on abordera ça aussi un petit peu, le rapport aux émotions, au trauma, etc. Ça va? Ça va. Et bonsoir. Donc déjà, le titre, il est un peu piégeux parce qu'il est binaire. C'est soit poison, soit élixir. Alors qu'évidemment, il y a plein de nuances dans la gestion des émotions. Je vais pas mal parler philosophie, rapport à la culture du tout positif, au biais du bien-être, de l'évolution personnelle, du travail sur soi. Parce que je pense que ce sont des problèmes importants, surtout dans l'évolution un peu de la société aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des questions ou des commentaires pendant que je dis des trucs, n'hésitez pas à utiliser le chat ou gardez-le sous le coude pour après. Donc, les émotions, c'est un bon business. Dans tout ce qui est développement personnel, dans spiritualité, on en a parlé un petit peu hier dans un groupe. Les émotions, c'est des sujets complexes. Souvent, les gens vont confondre les émotions avec les ressentis, avec les perceptions. On va leur dire d'écouter leurs émotions, de les accepter ou d'essayer de les comprendre, etc. Ce sont des choses qui sont vraies dans certains contextes. Le problème, moi je reviens toujours un peu à la même chose, hein, c'est que pour pouvoir écouter, comprendre, accepter une émotion, à mon sens, il faut un peu déjà savoir comment ça fonctionne. Et parce que les émotions sont des biais, donc avant d'avoir une pensée, on a une émotion. Et ce qui m'intéresse aussi, ce sont les émotions silencieuses, celles qu'on ressent pas. D'accord ? Si par exemple, qui sont plutôt liées peut-être à des croyances et autre chose, mais je vais appeler ça des émotions silencieuses, en tout cas des ressentis, c'est cette idée de... Si par exemple je suis dans une quête de la perfection, de devenir un être parfait, vous entendez les chiens qui se battent un peu, il va falloir faire avec, et que je n'ai pas conscience de cela, mais que je cherche absolument à être parfaitement aligné dans le tout positif, être toujours bien, être un bon parent, un bon machin, etc. etc. Ben, en fait, le problème, c'est pas les émotions que je ressens au quotidien qui me posent problème, c'est le sous-jacent qui déclenche ce rapport aux émotions. Je sais pas si c'était clair, ça, pour vous. On va y revenir un petit peu. Un des problèmes aussi que je trouve important aujourd'hui, c'est la stigmatisation des émotions négatives. Je vois ça beaucoup dans l'accompagnement, dans les stages. Dès qu'un stagiaire a une émotion un peu désagréable, pour pas dire négative, c'est tout de suite essayer de l'en sortir, de travailler dessus, etc. Et je pense que ce sont des inconvénients majeurs qui empêchent justement la résilience, l'évolution personnelle. Je vois ça beaucoup aussi avec les enfants, d'éviter la souffrance ou la difficulté de la gestion de certaines émotions en souffrance. Le mot est un peu fort, mais c'est l'idée. À force de vouloir éviter ça, on empêche la personne d'apprendre à gérer les difficultés, le stress, les émotions qui sont pas évidentes. Et on sort de la normalité, on se retrouve avec des gens qui vivent des événements qui sont difficiles, et qui trouvent pas normal de ressentir des émotions négatives. Alors attendez, je vais faire la police, je reviens.
Pardon, je dirais que les chiens se donnent le mot à chaque fois que je commence un live, ils me cassent les roubignoles. Donc, je sais plus ce que je disais. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Moi, dans ma pratique, la plupart de mes coachings, de mes séances au début, elles vont explorer si le problème de la personne est vraiment un problème. Et très très souvent, c'est pas le cas. D'accord. Très souvent, ce qu'ils vivent est assez normal. C'est juste qu'ils sont enfermés dans des biais autour de il faut absolument pas que je ressente ça, c'est pas normal, etc. Donc tout ce qui est tristesse, colère et compagnie, des émotions qui sont plutôt perçues comme négatives. Et en plus, en fonction des profils et des traits de caractère, ça peut poser plein de problèmes, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent mieux avec un travail en puisant dans ces émotions qui sont dites, entre guillemets, négatives ou limitantes. Et ça crée pas mal de problèmes, mais on va y revenir un petit peu. Il y a aussi pas mal de sujets, je trouve, autour de cette quête de l'immédiateté, de vouloir absolument résoudre vite des problèmes qui, des fois, ce sont... Alors, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les traumas, quand on a des traumas, on a eu des expériences difficiles, à mon sens, c'est important de se faire accompagner. Mais à force d'avoir des problèmes, on a d'autres émotions qui viennent se mettre par-dessus et qui empêchent de libérer les problèmes. D'accord. À mon sens, on est dans un travail autour de l'acceptation. Quand on a vécu des trucs très difficiles, il y a des choses je pense qu'on n'oublie pas. Et il y a une espèce de culture, souvent, si vous regardez un petit peu ce qu'il dit dans les vidéos, dans la culture du développement personnel, du coaching, etc., d'être toujours bien. D'accord. Alors, c'est pas tout le monde, évidemment, mais c'est quand même assez fréquent, je trouve. Et en plus, la culture des réseaux sociaux, d'Instagram, etc. Et je trouve que c'est dommageable pour aider les gens à comprendre qu'ils ont le droit de ressentir des émotions qui sont désagréables, que quand ils repensent à certains événements, bah, c'est normal qu'ils pleurent. Moi, je vois encore une fois ça beaucoup dans les stages. On parle, il y a le biais, on va chercher dans le passé, etc., ce qui déconne. Pourquoi pas, c'est très bien, moi je travaille comme ça aussi. Mais on se fait piéger par des émotions qui sont normales. Ouais, on a perdu un enfant à une époque, tu m'en reparles, t'insistes un peu, je vais finir par pleurer. C'est pas pour ça que le travail, il n'est pas fait. D'accord. Donc je pense que ça, c'est un truc important aussi. Il y a aussi un truc, c'est autant il y a une époque, on était plutôt dans la culture du, et on l'est encore un petit peu, mais du mental, de l'analyse, etc. Aujourd'hui, je trouve, encore une fois, je parle des milieux du développement personnel, de la thérapie, de l'accompagnement. On est beaucoup dans le côté émotionnel et dans ce truc qui est un peu... avoir des émotions devient presque une excuse. J'en parlais dans un post sur Facebook il y a quelques jours, autour des HPI, des HPE, etc. HPE qui n'existe pas d'ailleurs, mais bon, peu importe. À chaque fois, c'est cette idée que on a des problèmes. Ah oui, mais c'est que je suis hypersensible. On se colle des étiquettes. Alors avant, c'était encore un peu des étiquettes de TDAH, etc. Maintenant, on se colle des étiquettes d'émotionnel qui servent et qui sont... Le problème, c'est pas d'avoir des émotions ou d'être trop sensible, c'est d'en faire soit une excuse pour pas changer, pour pas prendre sa responsabilité, soit un truc d'ego. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement fiers d'être hypersensibles qu'ils l'affichent comme une étiquette. D'accord. Et je pense que dans l'accompagnement, pour ceux qui sont accompagnants, il y en a quand même pas mal ici, faut être très attentif au profil de la personne que vous avez en face de vous, et pourquoi elle a des émotions, et pourquoi elle veut travailler dessus. Et vous verrez que très souvent, quand il y en a trop, le problème, c'est pas les émotions, c'est cette attache à l'identité, et même presque à une philosophie de vie, qu'il faudrait être sensible et émotionnel, qui à mon avis pose problème. Et d'un autre côté, ça enlève complètement la partie analyse, réflexion, travail, connaissance de soi. Les gens disent souvent écoute tes émotions, écoute tes ressentis. Je sais pas vous, mais quand on dit, je reviendrai peut-être un peu plus tard, mais qu'on dit écoute ton cœur il dit souvent des conneries quand même. Et donc, bon, si vous avez déjà eu des problèmes de relations affectives, pris des décisions un peu hâtives parce que vous avez écouté vos ressentis, on est dans ces problèmes-là. Pour pouvoir écouter une émotion, il faut comprendre comment ça fonctionne et pourquoi elle est là. Et donc ça demande quand même un gros travail personnel, parce que je peux être en colère pour 10 000 raisons, je peux être triste pour plein de raisons,
Il y a des structures qui sont derrière. Souvent, la tristesse est associée à la perte, la colère, c'est associé au manque de liberté, franchissement de valeur, etc. Et donc, très souvent, ces émotions sont normales, mais pour pouvoir les écouter et les comprendre avant de les libérer, je pense, il faut savoir comment ça marche. Parce qu'elles viennent d'où, les émotions? Elles se sont construites autour de quelque chose. Si j'ai un profil abandonnique, parce que quand j'étais petit, j'ai eu des traumas dans l'enfance, des styles d'attachement complexes avec une éducation et des parents un peu compliqués, les émotions que je ressens aujourd'hui, elles ne sont pas justes au sens... elles nous mentent parce qu'elles viennent de choses qu'on a appris qui ne nous servent pas. Je ne sais pas si c'est clair, ça. Oh. Bon, on verra plus tard si vous avez des questions. Et je pense aussi que les gens confondent ressenti et émotion, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, les émotions, le problème, c'est que ça crée des schémas toxiques, ça entraîne la rigidité. Elles sont souvent utilisées pour manipuler. On voit ça beaucoup, justement, dans le milieu du développement personnel, tout ce qui est coaching en business, tout ce qui est spiritualité. On s'engouffre dans les enjeux émotionnels en promettant monts et merveilles aux gens qui claquent des fortunes et qui, en fait, vont moins bien qu'avant. Ça, on pourra en reparler si vous voulez. Les émotions, c'est une source d'information, c'est efficace pour la motivation, quel que soit le type d'émotion. Il y a des profils, notamment si on revient un peu sur mon live sur l'énéagramme, je vois des profils type 4, qui sont plutôt des gens qui ont tendance un peu à être en dents de scie émotionnellement, qui peuvent ressembler de loin à des bipolaires. C'est que ça va bien, mais le problème, c'est qu'ils puisent leur créativité, leur inspiration dans la nostalgie, la tristesse, etc. D'accord ? Donc si vous êtes dans ce type de profil, sans rentrer dans des cases, mais c'est pour simplifier, hein, j'ai un live entier sur l'énéagramme, mais vous allez chercher, les gens vont chercher à se libérer d'émotions qui sont en fait des moteurs. Et donc dans cette culture qu'on voit, prenez n'importe quel site internet de thérapeute aujourd'hui, la plupart du temps c'est écrit « libérez-vous de vos émotions, apprenez à gérer vos émotions, etc. » Et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment assez de... J'intègre les émotions que je ressens, même dans le travail sur les traumas d'ailleurs. D'accord ? On peut parler d'acceptation, on peut parler de compréhension, on peut parler de libération, des fois c'est utile et c'est très bien. Mais très souvent, on peut aussi parler d'intégration. C'est qu'est-ce que je fais avec mon profil, mes traits de caractère et les émotions que je ressens. Si j'ai tendance à être triste, parce que je trouve que la société est moche, que j'aimerais bien un monde blabla, que j'ai la sensation de venir d'une autre planète et pourquoi pas, cette tristesse-là, qu'est-ce que je peux en faire qui peut m'aider à construire quelque chose ou à être, pour les indépendants, ou être un moteur de changement et d'évolution personnelle, plutôt que de s'enfermer dans cette idée de vouloir s'en libérer. D'accord ? Il y a toujours plein de nuances là-dedans, et ça dépend, si c'est les émotions, ce qui est important, c'est pas l'émotion, c'est le degré et son intensité. Si c'est on pleure toute la journée, toute sa vie, c'est sûr qu'il y a un problème. D'accord ? Et moi, je trouve qu'il y a un problème majeur, là je veux plus parler d'éducation des enfants, c'est le travail sur la résilience. Je vois beaucoup de parents, surtout encore une fois aujourd'hui, dans cette culture un peu du tout positif, etc., qu'il ne faudrait pas que les gens souffrent, que le monde soit beau, que tout le monde soit en paix, que nanana. Le problème, c'est que si on enlève l'expérience de l'émotion, qu'elle soit positive ou non, en général sur le positif, les gens ils laissent faire, donc il n'y a pas de problème, aux enfants, on les empêche d'apprendre à les vivre et à les gérer et à se débrouiller avec. Et ça fait souvent des enfants plus tard à l'âge adulte, qui ont moins confiance en eux, qui ont des difficultés à prendre des décisions et qui ont toujours besoin de quelque chose d'externe pour pouvoir vivre dans la société d'aujourd'hui où la réalité n'est pas que tout est positif. Je ne sais pas si ça c'est assez clair pour vous aussi. Et je pense qu'il y a aussi... moi je suis partisan de rééquilibrer la présence du mental et de l'analyse dans le travail sur les émotions. Aujourd'hui... Et je vois ça encore une fois dans l'accompagnement dans les stages, et tout de suite, les gens ils sont dans le mental. Non, il faut pas, il faut aller connecter les émotions. Pourquoi pas, déjà, et le mental, c'est pas inutile. C'est l'équilibre des deux. Si on est extrêmement mental et zéro émotion, il y a probablement un problème. Mais si on est extrêmement émotionnel et pas du tout de mental, il y a aussi un problème. Et je pense que c'est cette capacité d'analyse, d'écoute, d'introspection, elle vient de cette part mentale et de la connaissance, évidemment, d'apprentissage, de connaissance de soi. Et c'est ce discernement et cet équilibre entre l'émotion et la raison
qui, à mon sens, permet un alignement stable. C'est toujours un peu cette idée de dualité, quoi. Non, d'accord, masculin, féminin, spiritualité, humain, etc. Bah, c'est pareil là aussi. Pourquoi ne vouloir faire que la place aux émotions et enlever cette partie analytique? Et il y a des gens, c'est pas les émotions le problème, c'est justement travailler sur le développement d'une capacité d'écoute, d'analyse, de réflexion, de remettre de la raison au sens, c'est le propre de l'humain, d'accord, d'être capable de prendre du recul sur les choses, de prendre de la perspective. Je trouve que ça manque aussi un petit peu. Typiquement dans le travail sur les traumas ou les expériences de vie, les gens vont chercher à se libérer des émotions sans prendre forcément en compte tout ce que les expériences, le trauma a construit dans leur identité qui y sont, et donc souvent ils essayent de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a une part d'eux qui sait qu'il ne faut pas faire ça, et donc ils sont dans un cercle vicieux de chercher à libérer un truc qui ne peut pas partir parce que le travail n'est pas dans la libération mais dans l'intégration, comme j'évoquais tout à l'heure, avec cette capacité de prise de recul et de mise en perspective. Ok. J'évoquais ça aussi tout à l'heure, cette idée, notamment pour les profils plus 4, plus un peu artistes, créatifs, c'est très souvent dans les émotions. J'écoutais Alexandre Astier dans une interview, là, pour ceux qui ne connaissent pas, où ils font manger du piment aux gens qui sont interviewés, donc c'est assez rigolo. Je ne sais plus ce qu'il disait exactement, et en le disant, j'ai oublié. Attends, mon Dieu, quelle est l'émotion qui est présente? Je me souviens plus ce qu'il disait. Ah bon, bah j'ai oublié. Voilà, trou de mémoire. Ah oui, voilà, c'est ça. Il parlait de la créativité, l'expression, et que lui, il dit à chaque fois qu'il écrit quelque chose, que ce soit de la musique, machin, parce qu'il fait des milliards de trucs, ça va chercher une émotion chez lui, quelque chose qu'il a envie de transmettre, de dépasser, quelque chose qui l'énerve, qui le met en colère. Enfin, je prends d'autres raccourcis. C'est pas ce qu'il a dit exactement, mais ce qu'il avait dit dans d'autres interviews. Et il y a beaucoup d'artistes, d'écrivains et autres, qui vont chercher ça. Et donc, si vous êtes dans ce type de profil plutôt créateur, mais que vous cherchez à enlever ces profils, enfin ces enjeux émotionnels, à les accepter, à les laisser partir, etc., vous perdez des leviers de motivation, des leviers de changement, des leviers de positionnement. Là, on parle plus marketing. Je vais prendre mon exemple. Moi, je suis plutôt... j'ai toujours ce 8 entre tristesse et colère. Donc la sensibilité, elle est plus sur la tristesse. Et l'action, chez moi, elle est plus dans la colère. Si j'ai pas ce que j'appelle, moi, les guerriers de lumière, c'est-à-dire cette intégration de l'énergie colère. D'accord ? Contre quoi vous êtes? Qu'est-ce que vous en avez marre de voir dans le monde, dans la société? Où est-ce qu'elle va chercher cette émotion-là? Et cette émotion-là, elle est souvent l'indice d'un positionnement, d'un axe de travail, d'un endroit où vous devriez probablement être dans votre métier d'indépendant, que vous soyez thérapeute ou autre. J'ai l'idée, et c'est là qu'on va chercher cette énergie. Alors moi, c'est celle-là, il y en a d'autres, c'est la tristesse, il y en a d'autres, ça va être même la peur. Il y a des gens qui vont travailler et évoluer en dépassant leur peur, ce qui leur donne un chemin, et c'est souvent par là qu'ils se positionnent. Ok. Donc ça, j'ai évoqué. Je pense qu'il faut apprendre. Je ne sais plus ce que je dis, je crois que je le disais dans ma conférence ou ailleurs. Je ne sais plus qui disait ça, mais bon, peu importe. Je pense qu'on est... comment le formuler? C'est pas vers où on va et les émotions qu'on vit qui définissent qui on est, c'est notre seuil de tolérance. Ok? Et le rapport à l'inconfort. Dis-moi à quel point tu es capable de gérer l'inconfort et je te dirai ce que tu es capable de faire dans ta vie. Et quand je dis inconfort, je dis pas souffrance. Hein. C'est pas l'inconfort d'un trauma. D'accord ? C'est l'inconfort de comment je vis avec le trauma que j'ai vécu. Ou de l'inconfort de faire des choses, de faire des trucs qui nous embêtent, de faire des trucs qui nous plaisent pas. D'accord ? Moi, j'ai une tolérance à l'inconfort qui est pas très élevée. J'aime bien être tranquille, il faut que les trucs me fassent plaisir, il faut que ça m'intéresse. Et donc j'ai tendance à procrastiner et à pas faire grand-chose pendant quelques mois. D'accord ? Mais ça va, parce que je l'ai intégré et je sais comment ça fonctionne chez moi. Je sais que si je glande pendant 3 mois, il y a probablement 2 mois où je travaille comme une flèche et puis je vais faire que ça, travailler 80 heures par semaine et puis après, pouf, ça va redescendre. Okay. Et
tout le monde n'en est pas forcément à ce stade d'intégration de travail. Je prends cet exemple-là parce que sur la procrastination, on retrouve beaucoup justement de problématiques autour des émotions, des peurs, des doutes, etc. Et au lieu de chercher à libérer, je pense qu'on ferait mieux de les intégrer parce que, en général, ce qu'il y a derrière la procrastination sont des leviers intéressants de travail. Ça s'utilise plutôt que de se libérer ou même de s'accepter. On pourrait dire que pour les utiliser, il faut les avoir acceptés en avant, mais c'est pas forcément nécessaire. Dans la conférence sur la réussite, je parle du levier de souffrance comme levier de changement. À mon avis, c'est le plus important. Si j'ai vécu un trauma important, le trauma est une souffrance qui se travaille évidemment, mais c'est la souffrance de continuer à avoir le trauma qui est le vrai levier de changement à long terme. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je peux avoir un trauma qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et toujours ressentir des choses quand j'en parle parce que c'est un événement important. Très bien, ça c'est normal, pas besoin de le travailler forcément. On travaille si c'est un problème au quotidien. C'est pour ça qu'il vaut mieux être accompagné, parce qu'on ne sait pas toujours si c'est un problème au quotidien ou pas, et en fonction des contextes. Mais si on fait un problème au quotidien du trauma qu'on a vécu il y a 20 ans, la problématique, elle est à cet endroit-là. Pigé ? Dans cette incapacité à gérer l'inconfort des expériences de vie qu'on a eues. Et à mon avis, avec les enfants, c'est ça aussi l'axe de travail. De leur apprendre à gérer l'inconfort pour un temps, à faire avec, c'est ça qui développe la résilience. Parce que c'est la résilience qui permet l'acceptation, le travail, et justement d'arrêter de se focaliser sur ce travail émotionnel. Un dernier point autour de ça, puis après on sera plus dans les échanges, les discussions, les questions et les réponses, que je suis souvent plus meilleur là-dessus de répondre à vos questions. Je disais au tout début, il ne faut pas confondre les émotions et les ressentis. Les ressentis, c'est un ensemble de choses. Alors, je peux voir quelqu'un avoir un ressenti dessus, on dire je le sens pas, c'est pas une émotion, c'est un ensemble de ressentis. Il va y avoir des perceptions, des finesses, notre inconscient il fait des associations d'idées, un ensemble de ressentis, d'émotions, tout ça c'est des croyances, des machins, etc. qui on est notre trait de caractère, ça crée un panel qui s'appelle un ressenti. Okay. Et pareil, souvent dans l'accompagnement ou dans le travail personnel, les gens vont mélanger les deux. Ils vont chercher à travailler sur les émotions au lieu d'explorer ce que le ressenti exprime et pourquoi il est là. Et on se retrouve dans tout plein de biais autour de ça, autour de l'intuition, de machin. Ouais, moi j'ai un feeling, j'écoute toujours mes ressentis. Mais ils viennent d'où tes ressentis? Comment ils ont été construits? Et sur quelle fondation émotionnelle ils sont construits? Obligé l'idée. Et donc c'est plus du tout la même chose que écoute cette émotion, laisse-la partir, ok très bien on peut faire ça, ça marche. Mais moi ça m'intéresse moins, mais c'est moins vendeur hein, forcément parce que ça demande beaucoup plus de travail, de savoir ce qui se joue derrière, tous les ensembles, c'est un peu le thème d'Experts du changement, autour des besoins, des croyances, de nos valeurs, de qui on est vraiment, de comment on fonctionne, c'est ça qui va créer un ensemble de ressentis et qui va générer en plus des émotions. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais je peux avoir des émotions qui génèrent des ressentis, ces ressentis génèrent des émotions qui génèrent même des ressentis, et ça tourne dans ce sens-là. Et à un moment donné, il faut rentrer dans la boucle. On peut rentrer par la boucle des émotions quand elles sont très fortes, mais je pense que c'est intéressant de rentrer par la boucle des ressentis, et donc d'explorer ce qu'un ressenti veut dire, une perception veut dire. D'accord. Je prends l'exemple des relations affectives, parce que c'est souvent l'exemple que je prends, parce que les ressentis, les émotions sont souvent plus fortes dans ce contexte. Quand on rencontre quelqu'un, c'est pas, on peut avoir de la joie, machin, tout ça, mais on a souvent plus des ressentis, d'accord? Mais je rencontre quelqu'un, il me plaît. Il me plaît pourquoi? Parce qu'il ressemble à quelque chose, parce que je mets une projection dessus, parce qu'il y a plein de biais, plein d'enjeux qui se tournent autour de ça. Et pouvoir explorer ça et demander ce développement d'intelligence émotionnelle, au-delà des émotions, peur, colère, tristesse, surprise, etc., c'est beaucoup, beaucoup plus de travail. Beaucoup de prendre le temps de questionner, d'explorer, d'écrire. Probablement, moi je recommande toujours un petit peu l'écriture, d'aller savoir ce qui se joue derrière. Je pense qu'au lieu de se focaliser sur les émotions, les gens devraient apprendre à plutôt travailler sur leurs ressentis, d'où ils viennent, ce que ça veut dire, et pas juste les écouter. Je ne sais pas si c'est clair, ce sujet-là. Et le problème, dans les milieux du développement personnel, de l'accompagnement, du coaching en général, on est très dans écoute tes ressentis, qu'est-ce que tes ressentis disent? Attends, mais non, peut-être que tes ressentis te disent de la merde, parce que si ton cerveau il a appris n'importe quoi, ton ressenti il va te dire n'importe quoi. D'accord. Et donc, donc il y a une vraie finesse entre l'intuition et les ressentis qui sont biaisés.
Si, quand j'étais petit, j'ai appris qu'être aimé était dangereux, à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, je vais avoir des ressentis qui sont merdiques. D'accord? Ou si j'ai appris que certains profils étaient bons pour moi, mais qui sont en fait des profils de pervers manipulateurs, de ce que vous voulez, alors je n'ai pas trop les étiquettes, mais bon, c'est pour donner l'exemple, parce que c'est comme ça que j'ai été construit dans mes liens d'attachement, mes ressentis sont tous faux. Pour pouvoir explorer ça, ça demande un vrai travail d'évolution personnelle. Le problème, c'est que je reviens à ce que je disais hier soir, je crois, dans le groupe de Jordan, sur la spiritualité. J'avais écrit un article là-dessus qui s'appelle Les 3 stades du développement spirituel. On se retrouve avec... c'est une courbe comme ça, là. D'accord. Et donc, d'un côté de la courbe, il y a les gens qui n'ont jamais bossé sur eux et qui n'y connaissent rien. D'accord. Et ils vont dire, j'écoute mes ressentis. Et ensuite, il y a toute une phase de travail, d'exploration de soi, de connaissance de soi, de lecture, d'études, etc., de remise en question, de dire, ah, tout ça, les ressentis, c'est nanana. Et à la fin, une fois qu'on a fait tout ce travail-là qui peut prendre des années, on va dire, j'écoute mes ressentis. Donc de l'extérieur, quelqu'un qui va dire, j'écoute mes ressentis, mes émotions, ou je les intègre, je les accepte, etc. Entre celui qui n'a pas fait le chemin de ce travail, qui est très souvent un travail qui se fait dans la douleur et la souffrance. Hein. C'est rarement un travail très agréable. Dans la spiritualité, c'est pareil. Hein. Okay. Pensez à couper vos micros. Celui qui n'a pas fait ce travail-là, il va dire j'écoute mes ressentis. Mais en fait, il dit n'importe quoi. Il n'écoute pas ses ressentis, il ne fait pas l'effort de faire le travail personnel nécessaire pour pouvoir écouter ses ressentis comme quelqu'un qui l'a fait. Vous pigez l'idée? Et donc, dans tous les biais et tous les abus autour du développement perso, de la spiritualité, etc., tous les gourous s'engouffrent dans les premiers. Ceux qui n'ont pas fait, qui font pas l'effort de lire, de travailler sur eux, de prendre l'expérience, ils écoutent des conseils qui en fait ne sont pas des conseils, sont de l'exploitation de failles émotionnelles. Si vous écoutez vos ressentis, et que vous n'avez jamais fait un travail personnel important, vous n'écoutez pas vos ressentis, vous faites de la merde. J'ai l'idée. Ce que je disais tout à l'heure. Si vous ressentez la tristesse, que vous cherchez à vous en libérer, cas exceptionnel, c'est des traumas, des deuils complexes, etc. Hein, d'accord, mais que vous ne vous connaissez pas et que vous n'avez pas fait ce chemin d'exploration personnelle de comment vous fonctionnez, d'où sont vos traits de caractère, etc., vous êtes en train d'essayer de libérer un truc à l'aveugle. Et il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que les gens sont enfermés pendant des années et des années dans des trucs qui ne partent pas. Parce qu'ils ne sont pas faits pour partir. Ok, je vais faire un peu... c'est assez large comme idée, mais je pense que ça peut générer des questions. Truc, vous avez des... Comment je fais pour faire ça? Galerie. Si vous avez des questions, des commentaires, j'ai probablement oublié 1 milliard de trucs et dit des choses un peu en mode raccourci. Mais comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, qui ne me connaissent pas, il y a toujours des ça dépend, des profils, etc. Mais c'est justement ça le message. C'est ça dépend. On développe d'abord qui est en face, la connaissance de soi et tous ces sujets-là, avant d'essayer de libérer, d'accepter les émotions. Les techniques de libération d'émotions, c'est très bien, le FT, d'autres. Pourquoi pas? Mais je trouve que souvent les gens vont trop vite. L'inconvénient, c'est que dire aux gens, ça prend du temps de bien se connaître, ben, c'est pas très vendeur. D'accord. Les gens, ils veulent tout de suite, maintenant. Ben, j'ai développé déjà, Magali, les cas où les émotions ne sont pas faites pour partir. On est plus proche des traits de caractère, de ta façon de fonctionner. Il y a des gens, ils vont fonctionner, comme j'évoquais un peu tout à l'heure. Bon, la colère est une émotion intéressante, d'accord? Et donc, c'est justement là que se joue le ça dépend à la nuance. La colère excessive qui est réactive, d'accord? Et je pense qu'il faut devenir actif dans la gestion de ses émotions, plutôt que réactif. Les émotions réactives, c'est il se passe quelque chose, ça déclenche, je réagis. Ok, là ça demande un travail d'exploration. Qu'est-ce qui déclenche? Pourquoi? D'où ça vient? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des traumas, des expériences, des croyances, etc. derrière? Et il y a les émotions actives, c'est tiens, je vais chercher ce que j'ai tout à l'heure sur le positionnement, ce que j'appelle le guerrier de lumière. Qu'est-ce qui, moi, me met en colère dans le monde, dans la société, contre quoi je lutte, etc. Et j'en fais une force, une marque, dans mon cas. Et c'est pas du tout la même façon d'avoir les émotions. C'est la même émotion, mais c'est pas du tout la même source de travail. D'accord? La tristesse, c'est pareil. Je peux être triste parce qu'il s'est passé un truc, un deuil, j'ai un événement, j'ai perdu quelqu'un, etc. J'ai perdu un animal, blablabla. Je suis triste, ok, normal, on travaille dessus, on prend le temps de libérer, de faire le processus de deuil, etc. Et puis il y a la tristesse active, on va chercher en soi, parce que c'est dans notre trait de caractère,
l'émotion de tristesse, parce qu'il y a des choses qui nous rendent tristes dans le monde, etc., là, autour de nous, et on cherche à régler ça. C'est presque utopique, hein, ce type d'émotion active. D'accord. Mais c'est pas du tout la même démarche émotionnelle. Obligé. Pour la peur, c'est la même chose. J'ai peur parce que je réagis à quelque chose, c'est des peurs biologiques, donc ok, c'est normal. Il peut y avoir des peurs qui sont constructives. Si j'ai peur de ne pas avoir d'argent à ma retraite, c'est probablement grâce à cette peur et à mon insécurité financière que je vais faire un peu attention, que je vais chercher à mettre de l'argent de côté, à travailler. D'accord. Ça va dépendre des profils de caractère. Bah, si j'enlève cette peur, bah, y a de fortes chances que je fasse rien. Et donc, ça ne marche pas. Pour sonder sur le ressenti, je réponds aux questions dans le chat. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a tout un travail d'exploration de soi, de connaissance de soi et de savoir comment ça fonctionne. D'accord. Juste écouter le ressenti, c'est hyper piégeux. C'est un peu comme pour ceux qui font de l'hypnose, écouter un signaling qui dit oui, non, à mon avis, on est à côté de la plaque 90% du temps. Ça vient d'où, la réponse? Répondre à cette question, c'est vachement dur. Ce que tu ressens là, maintenant, ça vient d'où? Et c'est des systèmes hyper complexes. Et donc, je reprends ma courbe de tout à l'heure. Bah, les émotions, il faut les accepter. Voilà la technique, tac, 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 tu te libères des émotions. Ok, super, je me sens mieux. Mais dans le moyen long terme, est-ce que ça aide vraiment les gens? Moi, je ne suis pas convaincu. Et le problème, c'est que les gens, ils veulent sauter et faire le saut de l'ange. Je ne veux pas faire le travail nécessaire pour développer l'évolution personnelle, mieux me connaître, travailler sur mon alignement, intégrer qui je suis et faire avec qui je suis, et avec mes qualités et mes défauts. Ils ne veulent pas faire ça. Ils veulent directement entre guillemets, l'instagrammable. D'accord. Et je trouve que c'est le manque, justement, de tolérance à l'effort, au travail et à la souffrance qui empêche ce truc-là. Et tout le marketing de tous les développements perso, etc., il est orienté vers des solutions rapides, des trucs rapides, des machins, l'hypnose, blablabla. Ça ne veut pas dire que les techniques ne marchent pas. Le problème, c'est que je pense que ça alimente, mais là, c'est utopique. C'est comme dire, faudrait dire arrêter aux gens de vouloir aller vite. Même moi, je le fais aussi, tu vois. C'est utopique. Mais je prends l'exemple, moi, c'est quelque chose que je défends. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité et que j'ai tout le temps raison, parce qu'il y a plein de cas où les solutions rapides sont les plus efficaces et à mon avis, elles s'utilisent. Pour ceux qu'il faut se faire accompagner. Mais attention au piège de vouloir aller trop vite. Je pense que lent est plus rapide sur le travail des émotions et des ressentis. Il vaut mieux prendre le temps d'explorer avec quelqu'un, surtout si vous avez les connaissances, pour ceux qui sont thérapeutes, etc., et que vous avez fait ce travail-là. Il y a un bouquin sur l'intelligence émotionnelle, il fait 800 pages. Je pense que si on est thérapeute, tout le monde devrait l'avoir lu. Prenez 100 thérapeutes dans une salle, vous dites qui a lu ce bouquin, t'en as peut-être 2 qui lèvent la main. Ça, pour moi, c'est un problème. Par contre, ils ont lu la technique machin qui s'apprend en une journée, ah ouais, super, ils le font, très bien. Sauf qu'ils savent pas ce qui se joue, quels sont les enjeux qui sont derrière, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Bah, ça s'appelle intelligence émotionnelle, j'oublie toujours son nom, j'ai le prénom, c'est Daniel, mais il y a toujours quelqu'un qui trouve le nom à ma place. Voilà, Goleman. Voilà, merci, Daniel Goleman. Je confonds toujours avec Daniel Kahneman, mais qui a écrit Système 1, Système 2. D'accord. Géo, on t'entend. Hop, boum. Et c'est pareil, on peut pas, à mon avis, accompagner des gens ou travailler sur soi sans connaître les enjeux des biais cognitifs. À mon avis, c'est pas possible. J'ai un laventier là-dessus. Il y a tellement de biais. Il y a tellement de biais dans la psychologie sociale, dans comment fonctionne notre cerveau, que je reprends l'exemple de la spirituelle, on parlait hier, de connecter les morts, travailler avec les défunts, etc. Ok, super. Les gens disent oui, j'ai vécu l'expérience. Et dans l'expérience que la personne peut avoir vécue en cabinet, d'avoir discuté avec son arrière-grand-mère, ce que vous voulez, il y a tellement de biais possibles et d'enjeux émotionnels autour de ça qu'on ne peut pas en faire une vérité. Et je pense que il y a vraiment... Mais, voilà, travailler les biais cognitifs, travailler l'intelligence émotionnelle, développer tout ça, faire l'expérience soi-même, prendre le temps d'écrire et de travailler dessus, ça prend des années. C'est moins vendeur qu'un stage de 2 jours, ça c'est sûr. Donc pour ceux qui sont thérapeutes, bon, je fais des co-visions depuis plusieurs années, j'ai toujours dit ça, c'est l'importance du travail, de la lecture et de la connaissance. Notre cerveau n'est jamais aussi bon que l'information qu'il possède. D'accord. On n'a pas les informations qui tombent du ciel,
D'accord. Il y a des gens qui vont dire oui, moi j'ai 15 ans de pratique. D'accord, mais si t'as 15 ans de pratique de merde, tu fais toujours de la merde. Donc, à mon sens, c'est ce que je dis dans mes articles sur la spiritualité, l'évolution personnelle, la connaissance de soi, on ne peut pas échapper à la courbe que j'évoquais tout à l'heure, hein, ce truc du travail, de machin, de remettre en question, de trouver des trucs, même d'être dans la critique extrême de certains trucs. On peut, on peut pas échapper à ça si on veut atteindre un niveau d'évolution personnelle ou de connaissance ou de pratique, pour ceux qui sont praticiens et praticiennes. On ne peut pas échapper à ça. Et donc, avec toute la souffrance, et ce que je disais tout à l'heure, c'est le seuil de tolérance à l'inconfort et à la souffrance qui fait la différence. La souffrance de se trouver nul, la souffrance de dire putain, mais en fait, je fais de la merde depuis 10 ans, la souffrance de la remise en question dans la pratique, dans la façon de penser, dans la façon d'évoluer. Je pense que l'axe d'évolution personnelle il est à cet endroit-là. Si je reprends l'éducation des enfants, le rapport au couple, la relation affective et tout ça, c'est la même chose. Sauf qu'on est dans cette culture un peu du tout positif, que tout devrait tout le temps bien. Je comprends pas d'où ça sort, ces idées-là. Espèce d'idéologie de merde qu'on retrouve partout, hein, qu'on retrouve en politique, qu'on retrouve dans l'éducation canine. Hop, ça faisait 39 minutes. Voilà, pas de correction, pas de punition, faut pas dire machin, faut pas blesser ton enfant. C'est bon, ton gamin fait une connerie, tu dis qu'il a fait une connerie, c'est tout. Et donc, on enlève, il n'y a plus. Enfin, bref, moi, je vais partir dans des délires qui vont me prendre 3 heures, mais il n'y a plus ce cadre et ces règles parce qu'elles sont désagréables. Et c'est pas bien de faire des trucs désagréables, sauf que ça génère des tonnes de milliers de problèmes. Et je pense qu'on le fait avec soi aussi. On veut tellement être bien, s'en sentir bien et légitime et confiant pour ceux qui sont dans la pratique ou ailleurs, et que le couple il soit tout le temps parfait, que les enfants soient géniaux, qu'ils soient tout le temps heureux, et qu'ils ne souffrent pas, que machin, qu'on enlève tout un pan d'éducation et de travail personnel et d'évolution, qui est à mon avis une erreur importante, qui génère plein d'emmerdes. Plus tard. Oh, pardon. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Ouais, je pense que pour progresser, le but c'est d'augmenter la tolérance à la souffrance. Ça, c'est tout le thème de ma conférence sur la réussite qui est disponible sur YouTube aussi. C'est tolérance à l'inconfort. Et j'aurais dû vite fait la conférence, mais il y a ce rapport à la souffrance. Je détaille dans la conférence, ça dure 45 minutes, donc je ne vais peut-être pas le refaire ici, mais il y a souffrance et souffrance, hein, évidemment. Et il y a le... Moi, je crois que je dis dans la conférence un truc comme on est ce qu'on tolère d'acceptable. D'accord. Si je tolère, ce que je donne comme exemple dans la conférence, que ça fait 10 ans que je suis en couple et que j'ai pas de relation, qu'on est coloc, si je tolère ça et que je trouve ça normal, il y a de fortes chances que c'est ce que je vive dans mon couple. D'accord. C'est le seuil. Les gens vont chercher très souvent la motivation, qu'est-ce qui va me motiver à changer, alors qu'ils devraient travailler sur leur seuil de tolérance et d'intolérance. Qu'est-ce que tu tolères dans ton quotidien? Et si tu le tolères plus, il faut faire monter la souffrance de ne pas réussir à changer certaines choses. Et c'est ça qui déclenche l'envie du changement. Ce que je dis dans la conférence, c'est tous les changements puissants et forts chez les gens, ils ont tous commencé par la même phrase. Tous. Cette phrase, c'est putain, il y en a marre. C'est parce qu'on a ce putain, il y en a marre que je sois comme ça, j'en ai marre de ce truc-là, qui déclenche l'action. C'est pas oh, ça a l'air trop sympa. Ça, c'est bon quand on regarde une série télé, quoi. Les vrais changements profonds, internes, qui déclenchent des trucs gigantesques chez les gens, les séparations, les machins, le changement de travail, ce que vous voulez, c'est un putain, il y en a marre. Et donc, encore une fois, la souffrance, je dis bien, si les gens ils ont vécu des traumas, qui sont des traumas complexes, qui souffrent depuis des années, et des crises d'angoisse, etc., je parle pas de cette souffrance-là. C'est ce que je disais au tout début, cette souffrance-là, faut aller se faire accompagner, faut travailler dessus. C'est une souffrance, parce que c'est chiant de travailler dessus. Donc, très souvent, pour ceux qui sont dans les accompagnants, vous allez voir qu'il y a très souvent des gens, ils vont préférer garder leur souffrance
à petite dose, entre guillemets, au quotidien, plutôt que de tolérer la souffrance, qui est donc une autre, de faire l'effort de travailler, de se remettre en question, de libérer le passé, de plus être ce qu'ils étaient, parce qu'il y a plein d'enjeux autour de ça, ce que j'évoque plus souvent là, pour les thérapeutes dans les supervisions et les covisions, c'est que quand ça fait 20 ans que tu as des angoisses ou que tu es dépressif, si ça part en 3 séances, parce qu'il y a des outils qui sont super efficaces, l'hypnose, l'EFT, etc., et que t'es mieux, tu te dis putain, j'ai perdu 20 ans. Donc la souffrance de cette sensation d'avoir perdu 20 ans est tellement importante que les gens vont préférer garder leurs problèmes. C'est pas quelque chose de conscient, hein, évidemment. Et ça, si vous êtes dans l'accompagnement, vous avez forcément déjà vu ce cas-là. Alors, peut-être pas mis le doigt dessus, mais c'est très très souvent fréquent. Et en fait, les gens même, ils abandonnent le processus thérapeutique, ils reviennent pas parce que, vous êtes allé trop vite dans ces cas-là. C'est que vous n'avez pas pris en compte cette souffrance-là qui existe, qui n'est pas la souffrance liée au trauma, mais à la souffrance, à la durée d'avoir été comme ça. D'accord ? Ce n'est pas du tout la même souffrance. Pour ça, je dis il y a souffrance et souffrance. Il y a plein d'endroits où la souffrance est en jeu. Il y a la souffrance de changer, il y a la souffrance de vouloir changer, il y a la souffrance du trauma, et il y a la souffrance du temps qu'on a vécu en n'étant pas comme on voulait être. Et plein d'autres. Hein. Et donc, c'est tous ces contextes-là qui sont complexes. Ça, c'est plus clair comme ça. Vous pouvez parler là, hein, on est plus dans l'échange, vous utilisez le chat encore, mais si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, des critiques, ça c'était assez global, mais on est plus dans la philosophie, la façon de voir les choses que... Des questions ? Alors sur les besoins, je lis le chat, on parle souvent d'émotions, mais peu du besoin qui se cache derrière. Dans Expert du changement, l'information que j'ai là-dessus, justement, j'aborde les besoins fondamentaux. Moi, je prends ceux plus proches de Tony Robbins. C'est parce que très souvent, et c'est ce que je dis, les gens confondent. Ils vont dire j'ai cette émotion, mais c'est pas l'émotion le sujet. L'émotion, c'est le besoin qui est mal satisfait. Parce qu'on a des besoins fondamentaux. Je vais résumer vite fait. On a besoin de sécurité, besoin de surprise, de variété, le besoin d'importance, le besoin de connexion et d'amour, ça c'est les besoins de l'humain. En plus, les besoins de l'esprit, qui sont besoins de contribution et d'épanouissement. Okay. C'est un modèle qui est très simple. Ça évite d'être dans les problèmes de la CNV où tu as 250 pages de besoins dont les 3 quarts ne sont pas des besoins. Donc, le problème, c'est que quand c'est un besoin, la différence entre une envie et un besoin, c'est qu'un besoin, c'est obligatoire. Il sera toujours satisfait, même s'il est satisfait de la mauvaise façon. Si vous avez besoin de manger, c'est pas du tout pareil que si vous avez envie de manger. Quand tu as envie de manger, tu choisis ton resto. Quand tu as besoin de manger, tu fais les poubelles. Émotionnellement, c'est exactement la même chose. Si j'ai besoin de reconnaissance, mais que le seul moyen que mon cerveau a appris à avoir la reconnaissance, c'est d'être dépressif, je vais garder ma dépression toute ma vie. Donc le sujet, c'est pas la dépression, c'est le besoin. Vous pigez l'idée ? Si j'ai besoin de sécurité, au taquet, et les besoins sont variables entre eux. C'est-à-dire que si j'ai un besoin de sécurité, c'est des vases communicants avec le besoin de variété. Quelqu'un qui a besoin de sécurité très très fort, il a généralement un besoin de surprise et de variété un peu plus bas. Quelqu'un qui a un besoin d'importance très très fort, il a un besoin de connexion et d'amour qui est un peu plus bas. Et c'est parce que les deux sont des vases communicants. Bon, je vous résume 1 heure de cours là, mais c'est un peu l'idée. Donc les besoins sont toujours satisfaits. Et donc très souvent, c'est toute l'interaction. C'est est-ce que mon problème et les enjeux que je ressens et les problèmes que j'ai et la souffrance que je vis au quotidien, elle vient de mes croyances, elle vient de mes besoins, elle vient de mes émotions, elle vient de mes ressentis, elle vient de ma façon de voir la vie, elle vient de mes valeurs que je connais pas ou qui sont mal incarnées. C'est hyper complexe. C'est pour ça que je dis que les émotions sont un système hyper compliqué, systémique, interactif, et tout interagit entre eux. Et donc, il faut travailler sur l'ensemble. Et donc, libère ton émotion, accepte ton émotion. À mon avis, c'est prendre un raccourci qui est utile, mais qui fait rater beaucoup de travail. Et je sais que les gens vont revenir parce qu'à un moment donné, il y a des trucs qui reviennent, etc. Et Laurent, quid de l'EFTH que l'on apprend avec Jordan? Du coup, c'est vrai que parfois ça peut aller un peu vite. Et vis-à-vis de ça, ça serait qu'il faudrait avoir un préambule, discuter autour des émotions que ressentent les gens, de voir un petit peu plutôt que. Enfin, Ah, mais ces outils, ils sont fantastiques. C'est l'hypnose, le FT, le FTH de Jordan ou d'autres, le MDR, etc.
Le sujet, c'est dans l'expérience du praticien de savoir quand l'utiliser. Hum, Moi, je dis souvent, l'hypnose devrait être un dernier recours. D'accord. C'est qu'avant de me dire, ok, je pars en hypnose, ou en EFT, NFTH, hein, vous mettez le mot de la technique que vous voulez, en tout cas, je parle des techniques rapides, là, comme tu dis, Chantal. Euh, Avant de faire ça, je m'assure ça c'est, là on est plus dans expert du questionnement, c'est qui j'ai en face de moi, quel est son engagement, pourquoi il veut travailler sur ça, quel est l'intérêt et quel est l'effet à moyen long terme. D'accord. Si quelqu'un vient parce qu'il est triste, il dit je suis triste, je vais me faire un peu de FTH, ça va aller mieux, pour moi il y a un manque de responsabilisation là, à cet endroit-là. Plutôt prendre l'acte de la responsabilisation. Il y en a d'autres qui vont dire oui, mais non, il faut répondre à la demande des gens, ils viennent pour ça, on s'en fout, si ça va mieux, ils sont contents. Très bien. C'est pas ma philosophie. C'est pour ça que je dis qu'on est plus sur une question là de philosophie, de façon de voir le monde et l'accompagnement, que de technique. Et le problème des techniques, mais je pense que Jordan, il fait ça très bien, il fait toujours attention à qui est en face, pourquoi, le ton, l'énergie, machin, l'engagement. Et donc, le problème, c'est que très souvent, les stagiaires, ils vont oublier ça. Et je dis que c'est pour Jordan, mais c'est vrai pour moi aussi. Hein. Je vois, ça fait des années que je fais des supervisions. Les gens, des fois, ils retiennent ce qui les arrange. D'accord. Laurent, il a dit ça. Oui, j'ai dit ça, mais pendant 3 quarts d'heure avant, j'ai dit autre chose, tu vois. Et il y a toujours ça dépend. Donc, il y a cette nuance-là. C'est pas l'outil le problème, c'est comment on l'utilise. Et tout ce travail, si tu veux faire UFTH, à mon avis, il faut aussi avoir fait hypnose et levier, donc plus chez Jordan. C'est aussi intéressant d'avoir fait hypnose rapide. C'est pas inintéressant de venir chez moi, de faire expert du changement, de connaître tout ça. Et quand tu as cet ensemble-là, cette culture, ce que je reviens, quand tu as fait le travail de connaissances, peut-être s'intéresser à l'anéagramme, à d'autres approches, à la spiritualité, etc., tu sais quand utiliser l'outil et pourquoi. Et peut-être que le FTH ne sera pas adapté à cette personne, ce sera mieux de faire de l'hypnose. Peut-être que, comme Jordan fait, il va dire tiens, ça c'est pas un cas que moi je préfère, aller voir telle ou telle personne. Ou comme moi je fais, quand les gens viennent pour des phobies, des automatismes, moi ça m'intéresse pas, parce que je suis plus dans la connaissance de soi et l'évolution personnelle. Je vais plutôt les envoyer vers des gens qui justement utilisent ce type d'outil avec plus d'intérêt, probablement même mieux que moi. C'est pas que je sais pas faire, c'est que ça m'intéresse pas. Et donc on n'est pas du tout dans les mêmes axes de travail. ouais. Non, parce que je reviens à la jeune fille que j'ai vue hier qui a 24 ans, qui est dans une peur complètement au taquet. Et du coup, tu sens bien que cette peur-là, il y a toute une psychoéducation à faire autour de cela, de l'éducation qu'elle a reçue de ses parents. Enfin, et toi, enfin, quand tu es compagnon, tu vois le travail, la somme de travail qu'il va avoir à faire, mais les gens, est-ce qu'ils sont prêts à ça, quoi? Surtout à 24 ans, t'as pas une maturité, enfin, t'as une maturité différente. Et il y a cette immédiateté dont on voulait parler tout à l'heure, et du coup, tu as beau expliquer les choses, les gens ils vont ouais, mais moi je m'en sors pas, j'avance pas. Ouais, mais c'est là que tu as toujours des ça dépend dans l'accompagnement, parce qu'il y a les notions d'urgence. Moi, pareil, dans l'expert du questionnement, je prends l'importance du contexte. Si tu as une personne qui a des peurs au taquet, qui est triste, mais qui trouve pas de boulot, qui a pas d'argent, qui est en galère, je veux pas passer 50 ans à lui faire de la connaissance de soi. On va d'abord résoudre des problèmes qui vont lui permettre d'aller mieux tout de suite. Et puis bon, après, si elle continue pas le travail, c'est pas grave, elle le fera plus tard, elle va vivre d'autres expériences. Ce que je dis là est vrai aussi pour moi. C'est-à-dire que si on impose une durée ou une vitesse de travail aux gens, pour moi, l'évolution personnelle et le travail, ça prend du temps et c'est bien, mais il y a des moments où c'est pas le moment. D'accord. Et donc, faut être OK avec le fait que aussi, c'est ça la responsabilisation, que les gens vont faire leur chemin. D'accord. Moi, je vois bien sur certains de mes gamins qu'il y a des trucs qui seraient intéressants de travailler. OK. Mais je pense que c'est pas à moi de leur dire de le faire. Et je pense que ce serait une erreur de le faire. Parce que ça me Mais tu paraît leur dis. important, ouais, même de leur dire de quoi. Moi, je me tais. C'est très dur, hein, surtout quand on est parent. Parce que je pense que c'est par l'expérience. Et tant que t'as pas vécu l'expérience de tiens, ce truc-là, ça m'emmerde, ça fait 2 fois que ça m'arrive, il serait peut-être temps que je change, bah tu vas pas le faire. Et l'importance de faire l'expérience d'eux est important, et c'est vrai pour les clients, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour le conjoint, c'est vrai pour nous. Et je pense qu'il faut pouvoir laisser faire ça. Mais c'est difficile, surtout quand on est parent. Ou tu peux juste saupoudrer du style, ça fait combien de fois que ça t'arrive? Ouais, deux, trois fois, ça te fait pas chier? Bah si, bon, puis tu laisses pisser le truc. Mais il Tu y a une... peux, mais je pense qu'à terme, tu finis mieux de se taire. Ah, évidemment, encore une fois, ça dépend, toujours à nuancer. Si c'est un truc hyper problématique avec harcèlement à l'école, machin, violence qui est très douloureux par la fin, on n'est pas débile, toi. Un peu de bon sens toujours.
dans tout ça, tu vois. Là, moi, je parle plus de structures qui sont liées à l'affectif, un peu à la dépendance, à la posture, la timidité, etc. Et je pense que c'est bien de laisser les enfants faire leur chemin. Ou répondre quand ils posent des questions. J'ai mon petit dernier, là, Darren, qui est assez timide. Et je vois bien ce qui se joue, machin. Et il trouve des solutions, soit au travers des jeux vidéo, soit au travers du tennis de table, au sport avec ses copains, etc. Des fois, il me dit l'autre, il m'a énervé, il m'a insulté. Je dis bah alors, qu'est-ce que t'as fait? Il me dit bah, j'ai rien dit. Je dis ok, ça t'a plu? Mais non, ça me saoule, je voulais me défendre. Je dis bah, putain, on est très dans le questionnement, mais c'est hyper dur à faire ce qu'on a tendance, surtout quand on est parent, à vouloir proposer des solutions, à travailler l'émotion, la libération, la peur, le machin, le truc. Et je préfère que ça prenne 2 ans à Darren, mais qu'il ait fait le chemin tout seul. Et là, la difficulté, c'est que dans le couple, tous les parents sont pas forcément d'accord avec ça. Nous, on n'a pas trop de soucis à cet endroit-là, mais dans certains couples, ça peut être compliqué. Il y a quelqu'un qui avait levé la main. Ouais, vas-y. Ouais, hop, j'ai le micro. Oui, bonjour Laurent, Christelle à Toulouse. Tu parlais de la tolérance à l'inconfort, à la souffrance en termes de seuil. Et je sais que tu vas me répondre, ça dépend. Mais est-ce qu'il y a un plafond de la tolérance? Est-ce que c'est quand ça vient trop heurter les valeurs? Enfin voilà, est-ce qu'il y a une notion à un moment donné de ça va trop ou c'est trop dur ou trop impactant, je sais pas. Pour moi, le critère, c'est est-ce que c'est un problème au quotidien. C'est difficile de répondre à ta question parce qu'elle est un peu large. Là, ouais. Comme c'est toujours ça dépend des gens, ça dépend de plein de trucs, ça dépend du contexte. À mon avis, un signe d'expertise, c'est ça dépend, d'accord. Donc, quand les gens vous disent bah t'as qu'à faire ça, ça et ça, sans avoir plus de contexte, à mon avis, il vaut mieux pas trop traîner dans le coin. Mais parce qu'il y a tellement de variables possibles que ça dépend. Mais c'est la question que je pose toujours aux gens, c'est est-ce que c'est un problème au quotidien? Si t'as un problème 2 fois dans l'année, le trop, il est pas trop. Tu vois. Ok. Donc, je sais pas si ça répond trop à ta question, mais t'as compris l'idée. Mm. Si c'était pas clair, tu peux reposer la question autrement pour que je la comprenne mieux. Mais c'est moi, vas-y. Ok. Je pense que encore une fois, pour continuer, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de souffrance. Si tu as été traumatisé par un accident de voiture, un truc grave il y a 2 mois, cette souffrance-là, elle va se travailler, elle va Oui. prendre probablement en même temps, d'accord? Mais c'est pas la même souffrance que je traîne mon problème depuis 20 ans, mon Dieu, j'arrive pas. C'est pas la même souffrance que j'ai pas envie d'aller travailler sur moi, j'ai peur. Toi, il y a, je mets un seul mot, mais qui se décompose en de multiples types de souffrances qui interagissent entre elles, d'accord? Donc, si c'est un truc traumatique qui te met en vrac et tu peux pas dormir la nuit, tu vas bosser dessus avec des techniques qui sont efficaces. On résout le problème, l'urgence, et après on voit s'il y a besoin forcément d'évoluer. Ok. Il y a des gens en psycho, etc., qui sont dans des biais un peu psychanalytiques. Les gens disent j'ai eu tel accident il y a 15 jours, j'ai vécu ça, c'est horrible, j'ai encore des images, et tu te retrouves à travailler sur papa-maman pendant 5 semaines. À un moment donné, t'es con ou t'es con? Non, non, d'abord tu règles l'urgence, on travaille sur le truc, et après, éventuellement, si la personne elle a en continuant envie de bosser sur ça, elle bosse dessus. D'accord? Ok. C'est pas. Et c'est pas à nous. Moi, là, je vous partage ma philosophie, mais c'est pas une forcément que j'impose. C'est pas un truc que j'impose aux gens dans mon truc. Comme je le partage, je dis voilà, moi, ce quoi je crois et ce que je pense important. Les gens qui viennent me voir, en général, c'est qu'ils adhèrent à la philosophie et à l'idée. D'accord? Mais en cabinet, j'ai quelqu'un qui vient qui a une phobie, je vais pas lui faire tout un cours sur l'importance de l'évolution personnelle, du machin, tout ça. Par contre, je vais faire attention à là où il est en termes d'énergie, de croyance. D'accord? C'est ce qui fait qu'avec certaines personnes, je leur dis vous, je vous connais. Attendez. Et je faisais des trucs comme ça. Vous avez déjà vu magnétiseur, machin, truc, bidule, vous avez tout essayé, vous avez fait 2-3 séances, ça marche pas, et vous venez me voir pour faire de l'hypnose en espérant que cette fois-ci ça va marcher. Et j'en ai dit oui. D'accord. À ce profil-là, je ne veux pas le gérer pareil que quelqu'un qui me dit j'ai ce truc-là, j'ai jamais bossé sur moi, et là je me dis il est temps quand même que je bosse dessus, parce que je sens bien que cette émotion elle me pose problème au quotidien, que c'est le bordel avec ma femme, avec mes enfants, je veux travailler dessus. On sent bien que c'est pas du tout les mêmes profils. Oui, oui. Pour ça que je dis que la prise de contexte qui est en face de nous est probablement le plus important, et
c'est des trucs que je vois quand même souvent zappés par les accompagnants, parce qu'ils vont tout de suite sur c'est quoi le problème, c'est quoi l'émotion, attendez, hop, 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 et voilà, c'est magique, ça va mieux. Bah oui, mais non. Mm. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a fait pour moi l'analogie éducation canine sur le... Je prends l'exemple parce que je pense qu'il est intéressant. Quand on a un chien et qu'on le fait marcher en laisse, on ne parle pas au chien sur la marche en laisse. C'est au chien de trouver son espace et de comprendre qu'il doit nous suivre. C'est une forme de leadership obligé. Si vous dites à votre chien, attention, non, doucement, pas, tiens, tire pas, non, faites comme ça, le chien, il apprend qu'il doit attendre votre directive pour trouver sa place. Vous pigez l'idée? C'était clair, ça, pour ceux qui connaissent rien à l'éducation canine? Donc on se tait, des fois on s'arrête, le chien, c'est le chien qui tire quand il va tirer, à un moment donné, il va dire, merde, je peux pas aller où je veux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'autre con, il bouge pas? Donc il s'arrête, il s'assoit, il nous regarde. Et là, on récompense, c'est bien. Le chien, il a compris, en silence, en faisant l'expérience lui-même de la souffrance, je tire, il fait cette expérience de la souffrance, il dit putain, ça c'est chiant, c'est pas agréable, ce qui est plus agréable, c'est ça. D'accord? On marche, pareil, il tire, on s'arrête. On fait demi-tour, on fait machin. Et à un moment donné, le chien va trouver sa place. Moi, c'est intéressant parce que j'en ai deux, et je vois bien que les deux chiens prennent pas leur même place. Et bah, dans l'éducation un peu des enfants, c'est un peu la même chose. C'est souvent dans le silence, dans l'expérience. On est à un endroit, un pilier sécure. Ouais, on est sur YouTube, et les gens, des fois, évidemment, on n'attache pas ses enfants en laisse. Mais c'est l'idée. La laisse, elle est plutôt agréable là pour les enfants. C'est ce cadre sécure. On dit ici, t'es libre, tu fais ce que tu veux. D'accord? Tu es en sécurité. Et le reste, trouve ta place et ton espace, fais des expériences. Et quand ça va pas, tu peux revenir. Il y aura toujours quelqu'un. Sauf qu'on zappe ça. Et on se retrouve à faire avec ses enfants exactement ce que font les gens avec leurs parents, avec leurs chiens. C'est attends, doucement, non, tire pas, bouge pas, machin. Et tu vois les gens marcher en forêt, et ils parlent tout seuls, mais en fait, ils parlent à leur chien tout du long. Et donc, forcément, c'est chiant. Résultat, le chien, il apprend rien, parce qu'il n'a pas fait l'expérience de trouver sa place, de la souffrance, pour pouvoir choisir d'aller à l'endroit où il veut pour se sentir bien. Et le truc, c'est que ça prend vachement plus de temps. Et très souvent, moi, je suis dans un club d'éducation canine et je vais aider un peu les gens de temps en temps le week-end. Très souvent, les gens me disent « Ah ouais, mais c'est chiant. » Eh bah oui, c'est chiant. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux te faire chier toute ta vie avec ton chien qui tire en bout de laisse, ou tu veux prendre un quart d'heure, 20 minutes par jour pendant 15 jours et que ce soit réglé? Bah, croyez-le ou non, les gens, ils choisissent le premier. Parce que 20 minutes à pas bouger le temps que ton chien il trouve sa place, bah c'est long. Et ça fait chier les gens. Sauf que c'est 20 minutes que tu fais 2 fois, tu ne referas plus jamais. Et les gens préfèrent continuer de parler à leur chien toute la journée. Voilà. Donc, c'est typique de ce qui se joue aussi en thérapie, en évolution personnelle. Catherine, tu as une question? Oui, bonjour. Tu parlais justement des personnes qui avaient consulté énormément de thérapeutes, des fois, avant d'arriver jusqu'à nous, enfin jusqu'à soi. Est-ce que pour faire du lien avec ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que ce seraient des personnes qui ont rencontré des thérapeutes qui les ont justement accompagnés dans leurs émotions sans venir déconstruire ou sans venir, j'allais dire, décoller les étiquettes, parce que moi, des fois, j'avoue, quand je reçois des personnes comme ça me fait un petit peu peur, quoi. Même que ça fait des années que je pratique, quand je vois qu'ils ont vu un kinésio, une énergéticienne, un magnétiseur, un psychiatre parfois, et enfin, j'en passe et des meilleurs, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de plus? Qu'est-ce qui va faire que ça n'a pas fonctionné? Alors, il y a des fois, je vais faire partie de la personne qui va venir déconstruire, mais parfois, bah, je fais juste partie du tableau de chasse, quoi. Oui. Et Mais, ouais. la question, c'est quoi? Eh ben, est-ce que tu penses que c'est des personnes qui, du coup, ont continué à être accompagnées dans une mauvaise interprétation de leurs émotions et en fait, elles n'ont rien changé de concret, en profondeur. Elles ont juste changé en surface. Qu'est-ce que je vais répondre? Ben, je sais pas si je te pose la question. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, ça dépend. Mais alors, est-ce que ça peut faire partie Non, de mais la problématique? encore une fois, ça dépend. Parce qu'il y a des gens, leur profil, c'est la victimisation et c'est d'attendre de l'extérieur le changement. Sauf que s'ils ne font pas l'expérience de 10 ans de thérapie qui ne fonctionne pas, ils peuvent pas arriver chez toi et changer.
Tu vois. Et donc, si je prends ça ce trait comme une ligne de vie, d'accord. Si les gens sont au tout début, qu'ils n'ont jamais bossé sur eux, mais qu'ils ont ce profil de j'attends de l'extérieur un changement et je veux pas faire d'effort, et que toi t'arrives là, tu vas faire partie du tableau de chasse. D'accord. Parce que même si tu leur dis, ils vont pas t'écouter, ils vont dire ah c'est de la merde, Catherine elle déconne, allez merci salut, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Mais si t'arrives en bout de chemin, comme j'évoquais tout à l'heure, tu dis vous je vous connais, vous avez fait ça, ça et ça, machin, et pourtant il y a rien qui a changé. Okay. Les gens disent ah oui, je dis bah ça vous dit pas, on fait quelque chose de différent ici. T'as créé l'engagement, t'as créé l'envie, mais les gens t'écoutent parce qu'ils ont fait des mauvaises expériences avant et ils prennent conscience que ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il faut laisser l'expérience aux gens. Et donc, il faut avoir conscience de là où tu es, toi, comme thérapeute, sur le chemin de vie des gens. Et donc, et des fois, on a de la chance, les gens, ils viennent, et on est en bout de chemin. Et donc, tu claques des doigts, les gens changent. Parce qu'ils ont fait tout ce travail en amont qui fait qu'ils vont changer. Et des fois, tu es au tout début, tu fais partie du tableau de chasse, mais en fait, tu contribues à l'évolution de la personne, mais d'une autre façon. C'est pour ça que je dis qu'il faut être aussi OK avec le fait que les gens fassent leur chemin. Quoi. Ok, ouais. Merci, c'est une belle façon de voir les choses. Donc, on est à un instant dans la vie de la personne, Oui, qu'on est dans c'est l'accompagnement. clair. Et l'important, c'est de savoir dans quel instant on est. Mm. Et je pense que c'est de ce que je disais tout à l'heure sur le rapport aux émotions, de mettre un peu de perspective, d'analyse et de réflexion et d'observation, c'est bien. Parce que, toi, c'est un très bon exemple. Tu me dis, bah, ça me fait un peu peur. Ok, très bien. Moi, j'écoute pas l'émotion peur parce qu'elle m'intéresse pas. Je t'aide à prendre de la perspective. De regarder les choses autrement. Bah, là, tu peux avoir peur parce que tu as un profil qui va être compliqué. Et probablement que ça va être la galère, que la séance va durer des heures, tu vas tourner en rond, tu vas avoir de la résistance à mort. Parce que le profil, il n'est pas prêt à entendre ou à travailler sur ce qui va être important, mais tu l'as vu. Tu vois. Donc, c'est plus de la peur, c'est tiens, toi, je te reconnais, je connais ce profil, c'est pas grave, je fais partie du chemin et donc tu es dans l'acceptation. C'est plus la peur le problème. Tu as intégré l'acceptation que dans cette énergie et dans ce profil de personne, probablement que tu seras à côté. Si tu as une grosse autorité, tu vois, que tu es connu, que les gens viennent te voir, et là, tu peux utiliser le levier d'autorité et les biais autour de ça. Voilà, les profils comme ça, je les connais, j'en ai vu depuis des années et des années. Voilà là où vous en êtes. Le problème, il est plutôt là, là et là et là. Les gens, ils t'écoutent parce que tu as l'autorité. Mais si tu es débutant, que personne ne te connaît, tu dis ça, autant pisser dans un violon, ça marche pas. Donc pour ça, ça dépend. Va dépendre de ton contexte, le tien, où tu en es, ton autorité, etc. De ta posture, de la systémie avec le client, pour dire ça comme ça. Mais si tu prends de la perspective sur le sujet, l'émotion n'est plus un sujet. Tu pourrais aller voir, en supposant que tu aurais eu envie de travailler là-dessus comme thérapeute, dire à certains profils j'ai un peu peur, tu aurais pu travailler sur la peur pendant... Ok, tu aurais peut-être moins peur, mais je pense que c'est un très bon exemple. Hein, je te prends un exemple parce que ça résume bien le live. Travailler sur la peur, à mon avis, tu n'auras pas aidé des masses. Alors que prendre de la perspective sur le truc, de l'expérience, de l'expertise, un autre regard, bah, ça change plein de trucs. Parce que tu sais où tu es sur les clients et peut-être que demain, tu feras attention. Tu regarderas différemment le truc. Tu vois. C'était clair, ça? C'est un tout Oui, bon oui, exemple. oui, oui, Merci. oui, oui. De manière intuitive, j'avais déjà fait pour certains en tous les cas. Oui, je me doute bien, je te connais un petit peu, mais c'était Mm. plus pour me Mais servir ouais, ouais. de J'avais ça comme pas, en tous les cas, exemple. j'avais pas posé comme ça des mots dessus. Et, voilà. Merci. D'autres questions? D'autres sujets? Sinon, c'est bon. Non? Ça va? C'était intéressant? Ouais, parce que tu vois, j'ai besoin de reconnaissance, qu'on me dise que c'était bien, tout ça, machin. Bref, sur ce, je vais aller promener mes chiens. Et donc, je vous dis, je sais pas quand, et je vous fais des bisous. Ciao, ciao! Ciao. Merci. Merci. Au revoir.